Pour ne pas être dérangé. Bonjour à tous et bienvenue à ce 12e Expert Insight. Je suis avec Pauline et Guillaume. Bonjour. Bonjour. On va se donner 2 petites minutes pour attendre les derniers. On est déjà une vingtaine. Et ce que je propose, c'est mon petit exercice classique, c'est que vous mettiez dans l'onglet chat la ville dont vous êtes connecté. Pour ma part, c'est pas très original. Rome. Ah oui, le métro Rome. On y a cru, Younes. Younes qui gère le mentoring chez nous. Ce que j'ai vu, on a pas mal de Nantais et des Lyonnais, et on a aussi une poignée de participants de l'international. Palerme. Ah oui, il y a Caroline, exactement, Caroline qui est experte aussi du réseau. Hello Caroline. Ici c'est Nantes, voilà, classique. Aurèle qui gère toute la partie recrutement en région. Oui. Béatrice qui est aussi experte du réseau Visio, top manager d'ailleurs. Miami. J'ai envie d'y croire, Miami, on vérifiera ça. Marseille, Iloane Anaïs. C'est important que tu mettes un soleil parce qu'ici, il fait un temps affreux. Un temps affreux, mais il fait quand même 20 degrés fin octobre, Edith. Faut voir le verre à moitié plein. Bien, on épargne les gens de la météo. Parfait. Je vous propose de commencer tout de suite. Avant toute chose, je vais juste présenter un peu le format. C'est un format un peu atypique. En fait, les Expert Insights, c'est aujourd'hui la 12e édition. C'est des conversations. Donc, Pauline et Guillaume ne vont pas vous donner une vérité vraie sur le marketing et la santé, mais plutôt une conversation sur comment eux le vivent dans leur quotidien business. Donc, c'est vraiment un format ouvert. C'est pour ça que vous pourrez utiliser l'onglet questions pour poser vos questions au fur et à mesure. On prendra les questions avec un maximum de votes. Et donc, c'est une conversation sur un enjeu fort et qui est la santé et plus globalement l'image de marque dans les secteurs un peu contraints. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai choisi d'inviter à la fois Guillaume qui était clairement à l'initiative. On a pas mal échangé de la place de la marque sur les sujets santé. Et je trouvais ça intéressant de mettre en face Pauline, qui a une vision founder et présidente de Deuxième Avis. Et je les laisserai se présenter un peu plus tard. Et plus globalement, qui est Avisio? Avisio, c'est un réseau de 500 top managers, principalement dans l'écosystème tech, mais pas que, Paris, région, et comme on l'a vu avec Caroline aussi à l'international. Et aujourd'hui, ces top managers partagent leur expertise, leur réseau et pour aider d'autres entreprises, soit à mieux recruter, soit à monter en compétences. Et je vous propose tout de suite de commencer. Est-ce que peut-être l'un de vous veut prendre la main pour commencer à se présenter? Très bien, je me lance si vous voulez. Donc, Pauline Dorgeval, cofondatrice et effectivement présidente du service Deuxième Avis. Du coup, tu veux qu'on présente le service aussi, Edith? Ouais. Deuxième Avis, c'est un service qui permet à un patient d'accéder très rapidement, en moins de 7 jours, à un médecin référent de sa pathologie, parce que la médecine a fait d'énormes progrès depuis 20 ans et qu'aujourd'hui, il y a des vraies pertes de chance quand on a une pathologie sérieuse, si on n'accepte pas un expert de sa pathologie et non pas un spécialiste généraliste. Voilà. Donc, l'idée, c'est de permettre à un maximum de gens d'accéder en moins de 7 jours à un référent de cette pathologie sur dossier et du coup de réduire les inégalités d'accès à l'expertise. Donc on s'adresse à tous. Il y a un vrai sujet de rareté de l'expertise et donc on permet en fait, quel que soit le lieu d'habitation, aux patients d'y accéder. Et puis il y a un sujet de délai de consultation, puisqu'en délai de consultation physique, on est à plusieurs mois et voire pour certains plus de 6 mois, et on permet d'accéder en 7 jours et donc de réduire les pertes de chance. Et aujourd'hui, Deuxième Avis, ça a à peu près combien de personnes pour donner un ordre d'idée aux participants? Aujourd'hui, on est une vingtaine de personnes. Voilà, on a
ouvert 600 pathologies qui sont des pathologies sérieuses, donc certaines sont graves, hein, comme le cancer, certaines sont rares, comme toutes les pathologies rares, et puis on parle de pathologies invalidantes, on est beaucoup sur l'endométriose, sur tout ce qui est orthopédique, on peut être sur les acouphènes, voilà, tout ce qui a un impact sur la vie des gens, et notre réseau de médecins experts est de 250 médecins. Ok, hyper clair. Et Guillaume, je te laisse te présenter. Yes, bonjour à tous. Du coup, de mon côté, je suis le CMO de Lifen. Donc, Lifen, on est une entreprise de 160 personnes basée à Paris, dont, en fait, on essaie de résoudre les problématiques que le système de soins rencontre et que Pauline vient d'évoquer, à savoir, typiquement, quand on parle de prise de rendez-vous chez un médecin spécialiste. Si on attend 6 mois, c'est parce qu'aujourd'hui, les médecins, ils n'ont pas les bons outils, ils sont surchargés par l'administratif, la donnée de santé circule très mal. Et c'est un peu le combat de l'IFAN, c'est de faire en sorte que la donnée de santé puisse circuler entre tous les acteurs de manière fluide et sécurisée. On le fait aujourd'hui principalement en digitalisant les comptes rendus médicaux des hôpitaux et des médecins libéraux. Et on gère plus de 2 millions de comptes rendus médicaux par mois. Ça représente près de 40% de la donnée médicale qui est envoyée des hôpitaux en France, hôpitaux et cliniques. Et côté plus spécifiquement marketing, la team marketing, on gère à peu près tout le cycle de vie on a des actions sur l'ensemble du cycle de vie des personnes du moment où en fait elles commence à connaître la marque, où on a tout le pôle brand qui va générer du contenu, faire des events, gérer toute la stratégie de leader d'opinion, etc. La partie acquisition growth qui est là plus pour générer un intérêt spécifique par rapport à un produit, et ensuite la partie product marketing qui s'occupe plus spécifiquement de l'utilisateur une fois qu'il est sur le produit, comment on l'onboard, comment on fait pour qu'il soit le plus au courant des fonctionnalités qui sortent, qu'il soit le plus satisfait possible, etc. Voilà. Ok, hyper clair. Et pour le contexte, ni Pauline ni Guillaume n'arrivent de l'écosystème de la santé. C'est ça qui sera intéressant aussi. Ils ont eu une vie avant la santé, ils ont eu des outils différents, des process différents. Je vous propose tout de suite d'entamer officiellement ces 40 minutes qui nous restent. L'idée, c'est de finir très ponctuel, à 12h15. C'est toujours un peu notre promesse. Donc, concrètement, vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure dans l'onglet chat. On les prendra au fil de l'eau. L'idée, c'est que parfois Pauline répond, parfois Guillaume, parfois les deux, selon la pertinence de la question et selon le timing. Et je vais commencer tout de suite par une question pour moi. C'est comment on adapte son market quand on tombe dans la santé. C'est un peu la porte ouverte, mais peut-être de façon plus près. Peut-être que Guillaume, tu peux commencer. Yes, on peut aussi reparcourir un tout petit peu la genèse de cette discussion. En gros, on discutait avec Edith sur les sujets qui étaient intéressants à évoquer. Celui-là est venu assez naturellement parce que, en fait, il y a un phénomène assez fréquent sur les services de e-santé, c'est qu'en fait, ils sont rarement créés par les services de santé à succès résolvent plutôt des problématiques techniques que des problématiques médicales. Je donnais un cours à l'ENS hier, il y avait des médecins en face, et ça a été un des sujets les plus évoqués, c'est qu'en fait, aujourd'hui, le système de soins, il a plus besoin de tuyauterie et de fluidité que d'expertise médicale. L'expertise médicale, en fait, on est déjà extrêmement avancé. On manque de soignants, ça c'est une certitude, mais on manque surtout de l'écosystème, des autoroutes de la donnée, de l'interopérabilité, etc. Et du coup, créer une marque quand on ne vient pas de la santé, avec nos mauvais réflexes d'autres industries, etc., c'est un énorme challenge. Et je pense que toutes les boîtes, Alan n'a pas été fondée par un pro de la santé, Doctolib n'a pas été fondée par un pro de la santé, Lifen encore moins. Deuxième avis non plus. Deuxième avis non plus, mais je ne veux pas parler à la place de Pauline. Et du coup, comment on adapte je pense qu'il y a 2-3 aspects fondamentaux. Déjà, étant donné qu'on est dans un environnement régulé, l'État a une place prépondérante par rapport aux activités qu'on fait. Ça veut dire qu'il y a des choix à faire sur le positionnement qu'on veut avoir par rapport à la politique de l'État, soit agnostique, soit
vraiment très en support de la politique de l'État, soit cavalier seul. Et l'IFEN, on a choisi vraiment assez fortement d'être en support de la politique de l'État. Ça nous met plein de contraintes sur ce qu'on veut communiquer, sur la liberté de parole et d'action, parce que forcément, on est plutôt dans la lignée de la politique du gouvernement, de la stratégie Ma Santé 2022. En revanche, ça permet aussi d'être en symbiose avec le reste de l'écosystème par rapport à une voie qui serait plus facile sur le court terme, mais potentiellement qui ne paierait pas, c'est on fait cavalier seul parce que tout seul, on va beaucoup plus vite, parce que forcément, on est plus agile que l'État, forcément, on a potentiellement plus de ressources à mettre à certains niveaux, mais il y a un moment forcément où les deux courbes vont s'écarter et l'État gagne toujours. Donc, s'il y a une adaptation à faire, c'est déjà celle-là. Et après, il y a d'autres cercles à prendre en compte, mais c'est évidemment tous les cercles d'influence, je pense notamment au syndicat de médecins et au cercle d'influence, disons, à cheval entre l'État et le privé. Mais il y a beaucoup d'instituts, d'analyses. Mais je crois que Pauline a une très bonne expérience à partager sur la Oui, partie. exactement. J'allais dire, Pauline, toi, je pense que tu as pas mal aussi plongé sur ce sujet écosystème au sens large. En off, on s'en parlait les trois. Il y a aussi parfois quelques murs, quelques portes pas faciles à ouvrir. Tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, vraiment, bon, évidemment, je suis 100% d'accord avec ce que vient de dire Guillaume. Le secteur de la santé est vraiment particulier parce que d'abord, il est très conservateur. Alors évidemment, tout changement, et quand on monte une start-up, en général, on a envie de mettre un pied dans la fourmilière et de changer les choses, mais là, c'est vraiment puissance 100. Ensuite, c'est très réglementé. Effectivement, l'État est très présent. Et moi, je rebondirai juste sur ce que vient de dire Guillaume. C'est pas parce qu'on fait le choix dès le départ d'être quelque part au service de l'intérêt général et au service de l'État que c'est possible. Voilà, parce que là aussi, il faut ramer. Il faut d'abord acquérir une légitimité, avoir la confiance pour pouvoir s'insérer dans l'écosystème, même si dès le départ, dans la vision, on veut être dans l'écosystème et effectivement, on a conscience de cette place prépondérante de l'État. Et puis la troisième chose, moi, qui m'a marquée, c'est cette suspicion tellement forte quand on va dans le domaine de la santé. Suspicion forte, je veux dire, moi j'ai fait HEC, mais ça, je ne le dis plus jamais parce que c'est tout de suite, voilà, on voit la lucrativité, on le fait pour… et ensuite, tout est binaire. Donc, c'est les entreprises qui sont opposées aux associations, le public qui est opposé au privé. Voilà. Et ça, je trouve qu'on l'a pas tellement dans d'autres secteurs et c'est quand même très particulier. Et du coup, j'ai envie de dire qu'en priorité, en tout cas, ça a été notre cas, il a fallu acquérir cette légitimité et créer cette confiance. Donc, voilà, dans notre cas, ça a été voilà, avec une proposition de valeur éthique et un service d'intérêt général. Nous, ce qu'on dit toujours, c'est que c'est effectivement notre objectif de réduction d'inégalités sociales, territoriales, d'accès à l'expertise qui nous anime. Et donc, voilà, on a monté le service. Pas comme d'autres services étrangers ont été montés. On a une volonté de s'adresser au plus grand nombre et de pas réserver le service comme c'était fait jusqu'à présent à des happy few, à des comités de direction, des COMEX. Donc, évidemment, on a pris beaucoup de temps sur l'expertise des médecins référencés. Notre service n'a de valeur et n'a de légitimité que parce que ce sont des pontes des médecins référents, mais on est entouré depuis le démarrage par des grands noms de la médecine. Voilà, on a choisi un lieu qui était Cochin pour être incubé dans la pépinière. On avait comme vision de faire des publications scientifiques, toujours pour acquérir, entre guillemets, cette confiance, cette légitimité. Voilà. Et puis, voilà, je parle pas, mais de tout ce qui est respect, évidemment, de la réglementation, données de santé, hébergement. Bon, donc, c'est vrai que cette partie confiance-légitimité, elle a été très forte et quasiment préalable pour pouvoir faire des choses. Et même avec ça,
j'ai envie de dire, nous, on a eu, il y a une chose, il y a plein de choses qu'on aurait pu faire mieux, mais en tout cas une chose qu'on avait oubliée, puisqu'on a vraiment co-construit ou essayé de co-construire avec l'écosystème, le Conseil de l'ordre, des réseaux de médecins, des établissements, des grands noms de la médecine, et on n'avait pas été voir les syndicats de médecins en amont. Alors, je ne sais pas si ça aurait changé grand-chose, mais en tout cas, ça nous a énormément pénalisé au démarrage et Ça ralenti, c'est ça? Comment? Ça vous a ralenti, ça a ralenti ça a énormément ralenti, et ralenti justement toute cette crédibilité, cette légitimité, puisque on était pionniers en télémédecine, donc on s'est fait assassiner en disant que la télémédecine c'était pas possible de faire une médecine sérieuse. Et puis évidemment le deuxième avis, ça fait pas plaisir à tout le monde, et donc on a dès le départ voulu embarquer les médecins, mais voilà, en tout cas on a ça nous a pris beaucoup de temps, parce que ça, c'est un autre sujet, c'est le temps que nécessite, je veux dire, la santé, c'est pas un secteur comme les autres, et effectivement, en tout cas, nous, on fait pas de pub, on n'achète pas de mots-clés, et on acquiert notre légitimité avec le temps, avec le bouche à oreille, et finalement un peu à l'ancienne. Oui, bien sûr. Et Guillaume, est-ce que tu as aussi eu juste cette difficulté, l'importance à la fois de construire cet écosystème, et parfois pas si simple que ça de s'entourer de personnes qui vont t'aider à asseoir ta marque? Yes, et je rebondis sur un point évoqué par Pauline qui est très intéressant, c'est celui de la crédibilité. Et en fait, il y a quelque chose dans les environnements régulés qui est plus difficile à gérer que dans les autres environnements, c'est que en fait, on ne peut pas avoir de stratégie de mieux-disant sur la crédibilité. Parce qu'en fait, la crédibilité, elle est principalement apportée par des accréditations. Donc, typiquement, dans la santé, c'est être agréé hébergeur de données de santé, donc le fameux HDS. C'est être opérateur MS Santé, bref, il y en a, ISO 27001, etc. etc. Mais en fait, ce sont des tampons. Et donc, à partir du moment où on a le tampon, entre deux entreprises qui ont le même tampon, il n'y a pas de différence. Et donc, tout l'enjeu de la différenciation et de la crédibilité, en fait, c'est un prérequis et c'est dur à construire. C'est des process lents. Enfin, on va parler du temps un petit peu plus tard, mais c'est sûr qu'il faut s'armer de patience. On n'arrive pas en santé ou dans la legal tech ou dans la fintech, je pense, comme on arrive dans d'autres milieux. Mais il faut bien avoir conscience que là où va jouer la différence, c'est la projection de la marque par rapport à ces personas. Pauline l'a évoqué avec les syndicats de médecins. De toute façon, il allait avoir une levée de bouclier, enfin, c'est certain. Ouais. Je les connais bien. C'était obligé parce qu'ils ne sont déjà pas d'accord entre eux. Donc forcément, quand il y a un acteur tierce qui arrive, ça ne fait que générer énormément de bruit. Mais là où je veux en venir, c'est que l'importance de la projection en fait, de l'image, une fois qu'on a la crédibilité et qu'on a les tampons, c'est beaucoup plus la cohérence du discours sur le long terme qui va être efficace. Et je pense, d'après ce que j'ai vu, que ça a été un des facteurs clés de succès de Deuxième Avis. Mais en tout cas, si je parle de ce que je connais, c'est surtout un des facteurs clés de succès de l'IFAN, parce que justement, on a pris le parti d'avoir une communication qui est non clivante. Dans le sens où notre différenciation, c'est que justement, on n'était pas en guerre contre quelque chose. Et donc, on ne demandait pas aux gens de se positionner, en gros, est-ce que vous êtes avec nous ou contre nous? Et ça, dans un environnement régulé, en général, et notamment au début, ça peut permettre de pas, qu'il n'y ait pas de construction de murs supplémentaires que ceux qui existent déjà. Et c'est un peu ça, déjà, le premier objectif. Et donc, notamment, c'était très, très, très ancré dans la philosophie de Franck quand il a fondé la boîte. Mais du coup, ça s'est diffusé aussi énormément dans les gens qu'on a recrutés par la suite. Et donc ça, la partie, on se différencie plus par l'image qu'on projette et les faits, c'est-à-dire comment les gens parlent de nous. Du coup, d'où l'importance d'avoir des use cases et des champions très, 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 très tôt pour que les sceptiques soient plutôt convaincus par leur père
puisque là, il y a une confiance absolue. On est dans un groupe fermé. Les médecins ne font confiance qu'aux médecins. Hein. Enfin, et d'ailleurs, qu'à certains médecins dans les spécialités, les cardiologues ne font confiance qu'aux cardiologues. Et du coup, Je confirme. D'ailleurs, on a plusieurs dans le chat, n'hésitez pas à poser des questions. Il y a plusieurs entreprises qui bossent en techno appliquées aux cardiologues. N'hésitez pas à vous manifester, mais pardon, parenthèse fermée, compris Guillaume. Mais voilà, enfin donc du coup, le socle de crédibilité, mais ça c'est un prérequis, mais limite, là on parle pas marketing, c'est l'existence même de la boîte qui est liée à cette crédibilité, ces accréditations. Donc toute la différence, elle doit venir en fait a fortiori de la parole qu'on donne et surtout de la vision qu'on projette sur le marché. Et encore une fois, je pense que une des plus grosses erreurs qu'on peut faire, c'est demander aux gens de se positionner pour ou contre une solution, alors que dans la santé, on a une valeur ajoutée globale en fait qui peut surpasser tout ça. Et en parlant d'erreurs à pas faire, il y a Caroline qui vient de poser une question et qui va dans le sens de ce que tu dis. Pourquoi des campagnes publicitaires éducatives et l'achat de mots-clés sur Google seraient contraires au développement de votre marque? Peut-être rapidement chacun de vous, si on la reprend tranquillement. En quoi, en gros, les méthodes classiques de campagne publicitaire éducative et l'achat de mots-clés sur Google seraient contre-productifs pour votre marque? Merci Caroline pour ta question. Alors moi, je peux répondre de mon côté. Moi, je ne sais pas si c'est contre-productif, hein, mais c'est qu'on a bien vu que l'achat de mots-clés, en tout cas sur un marché qu'on est en train d'éduquer, fonctionne pas. C'est plus très pragmatique. Aujourd'hui, maintenant que Deuxième Avis existe, qu'il y a il y a une petite notoriété, grande notoriété dans la santé, mais encore beaucoup de notoriété à construire auprès du grand public. Et ce gage de confiance, probablement, on va retester et ça peut fonctionner. La publicité, c'est toujours pareil. Moi, je dis pas que ça marche pas. Je dis qu'en tout cas, il faut avoir créé cette confiance, cette légitimité, cette notoriété avant. Bon, et puis après, il y a quand même un sujet juridique. Hein, on a des confrères en télémédecine qui se sont fait sur les doigts. Bah oui, enfin voilà, par le Conseil de l'ordre, attaqué par le Conseil de l'ordre. Donc c'est en train de changer parce que le droit européen est en train de changer. Malgré tout, c'est pas dans le milieu français médical de la santé, c'est pas bien vu de faire de la pub et d'être agressif. Enfin, c'est considéré, en tout cas, comme étant agressif. Et donc, là aussi, il faut être assez prudent, alors qu'il y a plein de choses qu'on pourrait faire pour accélérer beaucoup plus vite. Mais je ne sais pas, Guillaume. Alors, je partage l'analyse. C'est sûr qu'en termes de perception, comme on le disait tout à l'heure, le but dans un environnement régulé, c'est pas de construire plus de murs que ce qui en existe déjà, parce que sinon, c'est mission impossible. Ça peut être très rapidement une raison pour les gens de s'opposer au service s'ils ont des craintes que ça puisse nuire soit à l'image d'une personne, soit à leur chiffre d'affaires. Enfin, là, on va être très concret. Dans l'environnement de la santé, quand on parle à la médecine libérale, il y a une discussion de business. C'est des chefs d'entreprise, hein, en même temps que des médecins, qui est à prendre en compte. Je pense que le succès de Doctolib, notamment, il est aussi lié à ça. Hein, le fait que c'était capable de leur faire gagner du temps, mais aussi de mieux processer l'ensemble de leur patientèle, etc. Après, le sujet des mots-clés, bon, les mots-clés, si c'est des questions de SEO, je pense qu'il n'y a pas de risque, étant donné que c'est plutôt l'algo de Google. On peut se cacher derrière, entre guillemets, l'algo de Google en disant, mais attendez, si on ressent SEO, il n'y a pas de problème. Voilà, SEO, il n'y a pas de problème. On a tout intérêt à le surtravailler. Et après, sur la partie ads en tant que telle, déjà, on en a parlé tout à l'heure, mais étant donné qu'on est plus dans des relations soit de confrères, mais de toute façon dans des relations de niche, nous, on a comme cible les médecins, mais on a aussi comme cible les DSI. Les DSI, il y en a 3000 en France. C'est une micro-cible. Genre même sur Facebook, Business Manager accepterait quasiment pas le fait de créer une audience pour ça. Et de toute façon, ça ne marcherait jamais. Donc, il y a d'autres moyens
de faire en fait de la notoriété, voire même de l'acquisition, et notamment en utilisant les canaux existants. Pauline parlait tout à l'heure des syndicats de médecins. En fait, il y a plein de canaux qui existent dans les environnements régulés pour aller adresser justement ces micro-niches. Et dans la médecine, il y a un syndicat pour chaque spécialité. Il y a les rhumatos, il y a les cardios. D'ailleurs, il y en a plusieurs pour les cardios. Ça veut dire qu'au quotidien, c'est toi, par exemple, avec ta casquette market qui approche, ou c'est qui chez Elifen, par exemple, qui a cette relation? Ouais, non, c'est quand ça a été un gros focus pour nous, parce que ça l'est un petit peu moins maintenant. D'accord. C'était moi qui portais la relation avec l'ensemble des syndicats. Visiter 40 fois la CSMF et les autres. Si vous voulez des contacts, n'hésitez pas. On doit se revoir. Mais ouais, donc c'est un point très important. Mais je pense qu'en fait, au-delà de la partie ads, c'est beaucoup plus essayer de générer de la conversation entre les individus qui est essentiel, et donc de leur faire parler de la valeur ajoutée perçue en fait qu'ils ont de la solution. Comment, en fait, eux, ils la ressentent au quotidien. Bon, ça, c'est un truc qui existe aussi dans les environnements non régulés, mais étant donné que la publicité n'est pas aussi facile à manier, que ce soit parce que les volumes de requêtes sont trop petits ou parce que l'image n'est pas la bonne, cette génération de conversation, que ce soit en créant des événements, que ce soit en passant par des acteurs, des third parties, type syndicats ou autres, c'est ça en fait qui va permettre d'avoir ce cercle vertueux, la flywheel de HubSpot que tous les marketeurs connaissent. Moi, je veux bien réagir aussi sur ce que tu disais, Guillaume, sur cette cohérence, sur l'importance des parties prenantes, parce que là-dessus, donc entièrement d'accord. Et nous, notre façon de faire, c'était d'aller chercher des fonds à impact, en levant des fonds, et de devenir aussi une société à mission pour être justement cohérent jusqu'au bout avec notre ADN. Et l'intérêt de la société à mission, puisqu'on a cette qualification, c'est que on a monté un comité de mission avec l'intégralité, enfin, en tout cas une grande partie des parties prenantes. Et donc, c'est intéressant parce que cette co-construction dont tu parlais, ce dialogue permet ce dialogue tellement important, voilà, au sein du comité de mission peut se faire. Et c'est vrai qu'on a l'impression de toute façon, quand on est, j'ai envie de dire, un peu innovant en santé, de ne pas pouvoir y aller seul. Il faut qu'on entraîne l'écosystème. Et donc, voilà, un écosystème pas facile à entraîner puisque il y a effectivement l'État, il y a les associations de patients, il y a les établissements, voilà. Et donc, une façon en tout cas à la fois d'être cohérent et de co-construire, nous, ça a été donc de lever des fonds auprès des fonds impact social, de constituer ce comité de mission et d'avoir la qualité de société à mission, et évidemment qui ne fait que refléter l'engagement fort qu'on a depuis le départ. Et on a parlé rapidement du bouche à oreille. Alors, c'est évidemment lié à la notoriété. Comment, au quotidien, Pauline, t'incarnes le bouche à oreille, tu perçois le bouche à oreille côté deuxième avis? Alors, je ne sais pas si je parlerai de bouche à oreille, je parlerai d'engagement très fort, en tout cas des médecins qui sont à nos côtés. C'est-à-dire que on voit bien que ce qui fonctionne extrêmement bien, c'est maintenant notre communauté de 250 médecins experts. Ils sont convaincus, et là je rejoins Guillaume, par la simplicité de l'outil, du service, puisque ça c'est si le truc il n'est pas UX friendly, de toute façon ils partent, ils n'ont pas de temps à perdre. Et puis ils sont convaincus surtout du bienfait médical. On évite des opérations, on accélère l'accès à des bons traitements, etc. Et donc maintenant eux sont en train de communiquer auprès de leur communauté de médecins spécialistes, de leur spécialité. Donc, par exemple, typiquement, des médecins référents endométriose communiquent auprès de la communauté gynécologue en disant, voilà, si vous voulez une relecture d'IRM pelvienne ou un avis de prise en charge en endométriose, c'est un sujet qui est encore un peu méconnu, n'hésitez pas à faire appel à moi. Et donc, c'est un bouche à oreille un peu particulier. Nous, depuis le départ, on se bat pour qu'il n'y ait pas d'opposition. On n'est pas un service en opposition aux médecins, mais on a un service au service des médecins et des patients. Et donc, là, ce qui est en train de se passer, c'est grâce à cet engagement très fort de notre communauté,
finalement, on atteint les médecins spécialistes ou les médecins généralistes, et ce sont eux qui accompagnent leurs patients dans cette demande de deuxième avis. Et là, c'est juste le tiercé gagnant, puisque là, il n'y a plus du tout de peur de mal faire. C'est au contraire, c'est la confiance, je veux bien faire, et donc on va ensemble demander un deuxième avis. Donc, voilà, le bouche à oreille, évidemment, des patients, il est très fort. Le bouche à oreille des associations de patients, il est très fort. Mais voilà, ce qui est nouveau et ce qui est à mon sens très important, c'est ce bouche à oreille un peu particulier du fait des médecins engagés à nos côtés. Oui, une sorte d'ambassadeur. D'ambassadeurs, voilà, c'est plus des ambassadeurs que… Mais on en avait parlé… Ouais, en fait, il y a même un sujet qu'on peut creuser, c'est le kickstart d'une boîte dans un environnement régulé. On en avait parlé aussi avec Pauline. Il passe notamment par le fait d'avoir une ou des personnes de confiance qui sont capables de projeter la crédibilité qu'elles portent pour l'écosystème et la communiquer par rapport à l'entreprise. Donc, typiquement, s'accompagner d'anciennes personnes de la HAS ou d'anciens présidents de la CNAM, etc. C'est un accélérateur colossal en termes d'ouverture de porte, que ce soit en off ou que ce soit publiquement. Et je pense qu'on parlait de crédibilité tout à l'heure. On est en train… l'internationalisation, c'est un sujet pour beaucoup de startups. On repart de page blanche. C'est très important d'avoir, par exemple, dans un advisory board, la preuve qu'on a un acteur conséquent de l'écosystème qui va en fait donner son avis, voire donner c'est un organisme de contrôle des actions de l'entreprise sur ce nouveau marché. Donc typiquement, je ne vois pas l'internationalisation de l'IFUN en Europe ou ailleurs se passer sans avoir un ancien président de l'équivalent de la FHF là-bas ou de la FHP dans notre advisory board pour que on puisse dire aux hôpitaux ou aux acteurs locaux, mais regardez, on fait les choses dans le bon ordre. Et on revient à cette notion de temps. Si on veut faire les choses dans le bon ordre et donc du coup ne pas auto-détruire notre crédibilité en essayant de faire passer le business avant celle-ci, c'est des stratégies très très court terme. Et il y a beaucoup de boîtes en e-santé qui se sont brûlées les ailes là-dessus. Parce qu'elles veulent aller trop vite. Et parce qu'elles veulent aller trop vite, parce qu'elles ont mis l'innovation avant la sécurité, parce qu'elles ont mis sous le tapis plein de choses qui leur sont revenues un petit peu en pleine face. Mais c'est, je pense, beaucoup plus par méconnaissance de l'écosystème que par volonté de nuire. Enfin, honnêtement, encore une fois, comme on l'a dit, il y a plein de médecins qui créent des startups, il y a plein aussi de non-médecins qui créent des startups plutôt sur la résolution de problèmes techniques. Ce serait génial qu'il y ait des formations justement pour ces gens-là, parce qu'on n'innove pas en santé comme on innove ailleurs. Oui, c'est un monde à part, c'est clair. Et juste, tu parlais de l'importance aussi de la communauté de faire circuler l'info. Je crois que tu as une actu aussi. Tu peux juste nous dire 2 mots sur la communauté que l'IFUN est en train de lancer? Yes, ça rejoint un petit peu toute la prise de parole de Pauline sur la génération de conversations, la crédibilité des confrères, etc. Il y a une problématique majeure dans l'écosystème de soins, c'est que les premiers bénéficiaires de l'innovation en sont les moins avertis. Donc, que ce soit les médecins ou les DSI, ils ont une visibilité très très limitée sur comment évolue l'innovation. Donc déjà côté médical pur, c'est-à-dire l'évolution des protocoles, c'est extrêmement dur pour un médecin de suivre ce qui se passe dans sa spécialité, parce que on avait fait l'analyse, alors je me souviens plus exactement des chiffres, mais en gros, si un médecin devait lire toutes les nouveautés qui se passent dans sa spécialité, en fait, il devrait passer 80 heures par semaine à ne faire que ça. Bon, du coup, les déserts médicaux vont en avoir un peu plus, c'est pour ça. Donc, du coup, le volume d'informations est juste trop important. Déjà, côté médical, alors là, si on parle d'innovation de digital therapeutics, par exemple, c'est même pas la peine d'en parler, ils n'ont pas le temps. Donc, il y a plusieurs choses. C'est que déjà, il faut faciliter l'accès à l'information.
Mais 2, potentiellement, il faut aussi j'ai un terme anglais qui me vient, du coup, je ne vais pas le dire. Allez, c'est pas grave, on aime bien le franglish, vas-y. Non, mais le curated, tu vois, Ah, j'ai honte. Le patient. Le raffiné. Et le raffiné, ça veut dire potentiellement de lui donner que des entreprises qui ont passé certaines qualifications, qui ont ce socle justement de sécurité et d'accréditation dont on parle, etc. Ce qu'on a lancé en fait pour aider là-dessus, c'est un média / communauté qui s'appelle la DOSTEC, pour que en fait, les médecins et les DSI puissent avoir une vision des entreprises innovantes dans la santé qui soit extrêmement simple, rapide. Et en fait, ce qu'on fait concrètement, c'est on va poser 5 questions au CEO d'une startup pour qu'il puisse dire en gros pourquoi j'ai créé mon service, à quoi ça sert, comment ça se matérialise au quotidien et c'est quoi notre projection sur l'avenir de la médecine, enfin en tout cas sur cette problématique en particulier. Donc là, on a lancé un premier épisode avec Céline Lazorte et Résilience, côté oncologie. Pauline, je ne sais plus si tu es dans les tuyaux, mais j'espère vraiment que ça va être le cas. Mais le but, c'est en fait, il y a une lecture simplifiée, mais surtout homogène en fait des solutions pour que un médecin puisse venir en disant ah oui, je tape oncologie, je tombe sur telle startup. C'est ultra simple et qu'il puisse aussi échanger avec ses pairs sur le sujet s'il veut. Mais on veut d'abord simplifier la lecture de l'innovation en santé. La partie communauté, elle existe en fait en off. Et ça, on va pas se... ça, il y a aussi un truc, l'orgueil dans les environnements régulés. Il faut oublier. Hein. C'est le truc qui tue une boîte. Si on a le soupçon, Pauline le disait tout à l'heure sur il y a un scepticisme ambiant qui est, mais qui est logique. Hein. Enfin, on gère de la donnée de santé, c'est légitime. Oui, les sujets sont pas anodins, donc. C'est ça. Et en plus, on n'est même pas médecin. Alors, du coup, on est persona non grata. Mais donc, du coup, on veut pas, faut pas projeter d'orgueil sur la communauté. Et du coup, projeter de l'orgueil, ça veut aussi dire, tiens, on va rassembler les acteurs, les mettre dans un système ultra homogène, tous ensemble. Ça n'existe pas. Les médecins, ils sont sur leur groupe WhatsApp, ils se parlent entre eux. Ce qu'il faut, c'est aider. Et en fait, plus on véhicule cette image perçue d'aide, et je parle bien d'image perçue parce qu'en fait, entre ce qu'on dit et ce qui est ressenti, il faut toujours traquer le décalage parce que malheureusement, il existe, peu importe la volonté qu'on a d'avoir le moins de déperdition entre les deux. Et c'est ça en fait qui va faciliter. Le média qu'on a créé, c'est ça. C'est en fait, on va juste vous aider à mieux consommer l'information de l'innovation en santé. Super idée, il y a un vrai besoin. J'avais une dernière question sur la partie un peu interaction. On se l'était dit en amont quand j'ai décidé de monter cette Expert Insight avec Guillaume. On s'était dit quoi de plus intéressant qu'avoir de l'autre côté déjà une femme, important, mais d'avoir quelqu'un qui a la vision founder. Et donc ma question, c'est sur comment on articule le sujet de la crédibilité, comment il est balancé. Par exemple, toi, comment Guillaume, tu bosses avec les fondateurs de l'IFUN, et toi, Pauline, comment tu bosses avec l'équipe market de Deuxième Avis? Pauline, tu veux commencer? Je pense que tu as... je pense que tu as quelque chose en tête, Edith. Non, c'est-à-dire qu'au départ, effectivement, quelque chose en tête. L'ADN, la marque, l'engagement, les valeurs sont incarnées et doivent être incarnées par les fondateurs. Je tiens à dire qu'on est 3 cofondatrices, donc je ne suis pas seule. Et effectivement, et nous, on est très marqués dans notre histoire et dans nos valeurs. J'ai envie de dire sur cette volonté de réduire les inégalités en santé. On porte une association sur l'accès aux soins des personnes en situation de handicap et ça transparaît dans tout ce qu'on fait et dans les choix qu'on fait. Donc forcément, c'est complètement inhérent à la marque et puis aux valeurs et du coup au choix d'actionnaires, de sociétés à mission et aussi de modèles économiques parce qu'on s'est battu du coup pour être nous, nos partenaires sont le monde assurantiel, donc les mutuelles, les réseaux de soins, les assurances santé. Et on s'est battu pour être dans les contrats santé et on a même refusé certains partenariats où ils voulaient nous mettre
j'ai envie de dire, en option payante pour des comités de direction ou des COMEX. Enfin, c'était pas notre c'est pas ton ADN. et c'est pas, donc on s'est pas mal battu là-dessus. Et après, évidemment, quand une boîte grossit et se structure, voilà, maintenant, il y a une direction marketing et com et qui va beaucoup plus vite que ce qu'on pouvait faire au démarrage, mais probablement qui valorise par des moyens plus pro, qui rebondit et qui valorise toutes ces valeurs, ces gages de confiance, et puis voilà, cet ADN qui est incarné. Donc, moi, je vois pas du tout ça comme, là encore, en opposition. Au contraire, non, au contraire, accélérer et pour faire rayonner cette incarnation et qu'on essaye encore, même 5-6 ans après, de porter évidemment. Le message. Hyper clair. En fait, au-delà de la collaboration avec les founders, je pense qu'il y a un aspect encore plus fondamental, c'est comment la marque doit évoluer justement par rapport à la vision du founder, parce que le founder, comme Pauline l'a dit, il incarne cette marque pendant un laps de temps indéterminé, ça peut être 1 an, 2 ans, plus parfois. Et il y a un moment où, parce que les produits ont évolué, parce que le marché a évolué, il faut que la marque se désolidarise petit à petit de la seule vision du fondateur. Soit parce qu'elle évolue vers quelque chose de plus grand encore, soit parce que les obligations business et stratégiques font qu'on doit porter un message qui est légèrement différent. Et en fait, c'est ça la difficulté. C'est d'aller faire comprendre aux fondateurs qu'en fait, la marque ne va plus être l'extension de sa personnalité directe. Et Pauline, je ne sais pas si tu as déjà eu la discussion avec ta CMO, mais du coup, j'anticipe. Mais ça, c'est... Et en plus, c'est un sujet qui revient. Hein, c'est l'objectif, c'est de garder les valeurs, mais de... Oui, de déléguer progressivement. C'est ça. Et du coup, en fait, l'objectif, c'est plutôt la traduction de justement ces valeurs initiales dans la construction d'un message qui est peut-être, tu vois, sur le tone of voice ou sur même les éléments de langage, quand même un peu différent de la prise de parole du CEO. Et c'est ça, en fait, l'exercice qui est compliqué, parce qu'en plus, ça arrive en général au moment où l'entreprise a un certain degré de maturité, donc une présence sur le marché. Et donc, ça veut dire qu'il faut retravailler cette présence sans détruire ce qui a été construit justement avec toute la crédibilité du CEO, mais que maintenant, ce soit porté par la marque et que ce soit l'identité de la marque qui existe. Parce que si on veut créer une entreprise durable, il faut qu'elle survive en fait à ses dirigeants. Et ça, c'est un truc parfois chez les CEO, chez les founders, qui est très 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 dur à accepter. Ouais, je pense que c'est pas évident de laisser. En tout cas, en adhésion avec toi, après sur le terrain, voilà, on va sur le sujet. Trop intéressant. Écoutez, on a quasiment à bout de ces 45 minutes de conversation. Merci, j'ai trouvé que je suis contente de mon choix. Non, mais je suis contente d'avoir eu l'idée de mixer Pauline, qui est une des 3 cofondatrices de Deuxième Avis, et Guillaume, qui a bossé de façon très étroite avec les fondateurs, mais qui incarne aujourd'hui le vrai métier de CMO. Et je pense que vous nous avez donné plein d'astuces et aussi plein de choses à ne pas faire au sein de vos exemples. Ça m'a l'air précieux. On a eu peu de questions. Merci en tout cas, Caroline, pour ta question. Et j'ai l'impression que c'est peut-être un signe que tout était clair. Merci. Ce que je propose, c'est de vous laisser un dernier petit mot, peut-être une phrase pour terminer, chacun. Déjà, merci pour ton invitation, Edith. Et puis, je trouve que c'est super intéressant parce qu'on a l'impression et la volonté de participer à notre petite échelle à la modernisation du système de santé qu'on a quand même vraiment, vraiment besoin. Oui. Je ne pourrais pas dire mieux. Non, mais peut-être un dernier mot, c'est si jamais il y a des questions ou des partages d'expérience, je suis très, très ouvert à être contacté en off sur plein de sujets. Du coup, n'hésitez pas. Oui, bien sûr. Je ferai aussi. J'ai l'habitude de faire les intros aussi, s'il y avait des questions. En tout cas, les premiers retours, là, les gens écrivent dans le chat en disant que c'était passionnant, très intéressant. Merci beaucoup. Donc, je pense que
le ton global a été donné et ça donne envie d'aller encore plus loin. Et je n'hésiterai pas à faire les intros, sinon vous pouvez évidemment contacter Guillaume et Pauline. En tout cas, merci d'avoir dégagé ces 45 minutes pour nous en apprendre un peu plus sur ce secteur complexe. Pour info, parmi les participants, il y avait 1 ou 2 représentants des Legal Tech et de la FinTech. Je pense pas mal de synergies, notamment le fait de savoir bien s'entourer, d'incarner les valeurs dès le début. Donc, merci à tous. Et puis, alors, à très vite. Le prochain Expert Insight d'Avisio aura lieu le mois prochain sur une thématique un peu différente. Mais Guillaume, ça va te parler aussi sur le growth. Est-ce que c'est growth management, head of growth, etc. Et voilà, jusqu'où va le métier et comment on peut l'appliquer de façon concrète en lien avec les fondateurs. Donc voilà, comme d'habitude, Expert Insight chaque mois. Et merci encore. À très vite, Pauline, et à très vite, Guillaume. Merci à tous. Merci, Bye bye. au revoir.